3210, une première question d'actualité. La France est sans nouvelles de plusieurs ressortissants au Gabon. Avez-vous de nouvelles informations ? Non, le Quai d'Orsay, Jean-Marc Ayrault s'est exprimé hier. Nous sommes, c'est vrai, sans nouvelles de plusieurs de nos ressortissants, souvent binationaux, franco-gabonais. Combien ? Une quinzaine, sans doute, de personnes. Et nous demandons aux autorités gabonaises que tout soit fait pour les retrouver. C'est une exigence de notre part et nous espérons avoir le plus vite possible des informations les concernant. Vous estimez que la présidence d'Ali Bongo est légitime aujourd'hui ? Il faut un processus électoral clair. Nous avons déjà eu cette expression. Il y a contestation et doute. Les observateurs européens sur place, car ces élections ont été observées, ont émis des critiques sur la base de faits objectifs. La sagesse commanderait de faire un nouveau décompte des résultats. Mais aujourd'hui, notre priorité, c'est la sécurité des 15 000 Français qui vivent et travaillent au Gabon. Et je veux rappeler que la France a rompu avec ce qu'on a appelé la France-Afrique. Nous avons installé avec le président Hollande une nouvelle relation avec l'Afrique. Et c'est ma conviction par ailleurs. L'Afrique, c'est le grand continent d'avenir. C'est la nouvelle frontière, plus que jamais, pour la France et pour l'Europe. Les grands défis climatiques, migratoires, économiques, démographiques, celui de la jeunesse, nous concerne très directement. Et cette nouvelle relation avec l'Afrique est tout à fait essentielle. Et ça passe aussi, bien sûr, par d'autres modes de gouvernance, sans donner aucune leçon. Mais comme beaucoup de pays s'y sont engagés, je pense à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Nous sommes intervenus au Mali pour sauver ce pays et pour sauver la démocratie. La démocratie fait partie du développement. En quelques mots, à ce titre, vous encourageriez M. Ping à organiser un recours devant le Conseil constitutionnel ? Je n'encourage rien. Ce pays, comme tant d'autres, a besoin de la stabilité nécessaire. On dialogue maintenant avec les auditeurs d'RTL. Bonjour Alan. Bonjour Yves, bonjour à toute votre équipe et bonjour à Monsieur le Premier ministre. Vous nous appelez du département du Morbihan et le Premier ministre vous écoute. Oui, alors voilà, Monsieur le Premier ministre, j'ai 21 ans actuellement, j'ai un bac pro conducteur routier et je voudrais savoir, vu que je galère à trouver du travail, vu que j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux jeunes qui font des formations, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'avenir vu qu'ils n'ont pas d'expérience et que les patrons les refusent. Diplômés sans expérience. Que peut-on faire pour eux ? Dans quel secteur, vous disiez ? Dans Transport routier. Transport routier, et pourtant c'est un secteur qui aujourd'hui se développe, d'ailleurs grâce à la loi portée par Emmanuel Macron dans le secteur des transports. Ce sera heureux que vous lui rendiez hommage. Mais je rends hommage à une action toujours collective, et puis aux ministres tels qu'ils se sont engagés. Vous savez, moi je ne change pas de langage, quelle que soit ma situation et ma fonction. Non, moi j'encourage les patrons, les chefs d'entreprise, c'était d'ailleurs le sens aussi de la loi travail, à embaucher des jeunes, notamment en CDI, à les former, l'apprentissage, la formation continue, la formation tout au long de la vie, puisque on peut changer de métier et la révolution numérique va changer énormément la relation au travail, le métier oblige à ce changement. Et puis c'est le rôle aussi de l'éducation nationale que de former des jeunes aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Bien sûr, Manuel Valls, mais la question que vous posez, Alan, c'est avec un bac pro. Alors en plus, on sait que ces filières sont professionnalisantes au sens premier du terme. Il n'a pas d'expérience et c'est finalement ce qu'on utilise aujourd'hui pour ne pas lui proposer un premier boulot. Est-ce qu'on peut les aider ou vous lui dites tout simplement, non, il faut continuer à frapper à des portes. Non, il faut votre téléphone. Bien sûr, mais évidemment qu'il faut les aider. Et c'est le rôle des chambres de commerce, des chambres consulaires, c'est le rôle des régions dans le rapport aux entreprises. Non, donc il faut continuer en effet à aider ces jeunes, même si ensuite il y a un certain nombre de secteurs qui peuvent être plus ou moins en difficulté. Merci Alan de nous avoir appelé. On continue avec Françoise qui elle nous appelle de Nancy. Bonjour Françoise, le Premier ministre vous écoute. Bonjour Yves, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Madame. Bonjour. Donc moi je vous appelle concernant les boues rouges de l'usine de Gardanne qui se déversent dans les calanques de Cassis. Et c'est quelque chose qui m'a... Enfin, bon, je suis de loin parce que j'ai de la famille qui habite là-bas. Et ça m'a vraiment choqué l'émission de vendredi soir où en fait ça pollue, ça tue les poissons, ça pollue la Méditerranée. Et je souhaitais savoir si vous aviez l'intention de revenir sur la décision que vous aviez prise au mois de décembre, je crois. Je précise pour nos auditeurs
auditeurs que l'émission en question est à l'assa et que dans cette émission, Ségolène Royal disait tout simplement, très simplement, que vous aviez pris une décision contre son avis et qui aboutissait à la situation que dénonce Françoise, en tout cas sur laquelle elle vous interroge, Manuel Valls. L'usine de Gardanne existe depuis 1894. C'est pas un argument d'autorité, je le reconnais. Elle a commencé à rejeter des boues rouges en mer, dans les calanques, en 1966. Donc il y a déjà 50 ans. Et un arrêté préfectoral pris 30 ans après, en 1996, a mis en demeure cette usine de cesser ses rejets solides, c'est ça, les boues rouges, en mer, à compter du 31 décembre 2015. L'usine a travaillé sur un nouveau processus de filtrage de ces rejets qui aboutit à une demande d'autorisation en date du 10 mai 2014. Et celui-ci comporte l'arrêt total de rejets de résidus solides et il n'y aura plus que des rejets. C'était à ce moment-là cet arrêté qui avait été pris, des fluents liquides, c'est-à-dire des eaux de procédés, des eaux utilitaires, des eaux pluviales. Ces rejets liquides peuvent être encore pour certains polluants supérieurs aux normes autorisées. C'est pour cela qu'un avis avait été demandé au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Oui. Et pour prendre la décision, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus de rejet des boues rouges, je veux quand même rappeler ce fait, j'ai eu l'autorisation, l'avis positif de l'autorité environnementale, du Parc national des Calanques, qui est très directement concerné, et du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Donc j'ai eu cet avis. À partir de ce moment-là, dans une discussion avec la ministre de l'Environnement, et c'est son rôle, que de protéger l'environnement. De vous défier deux fois, de vous contredire deux fois. Vous l'avez encore recadré hier matin. Moi, je ne recadre pas. Je rappelle uniquement les processus. Donc, nous avons une discussion avec Ségolène Royal, avec le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, Emmanuel Macron, et j'ai pris en connaissance de cause et avec ses avis positifs de ces trois instances, avec ses avis obligatoires, j'ai pris cette décision à partir du moment où je considérais qu'il y avait de très nets progrès, qu'il n'y avait plus de rejet de boues rouges, et que, parce que c'est ça ma préoccupation, comme celle des ministres qui ont travaillé avec moi pour privilégier la santé des Français. Donc le préfet, à la fin de l'année 2015, le 28 décembre, le préfet des Bouches-du-Rhône a signé un arrêté qui définit les modalités autorisées de fonctionnement de l'usine et les obligations de contrôle. Et cet arrêté reprend toutes les recommandations des trois autorités que je viens de citer, qui ont émis cet avis positif et dont l'avis, je veux le rappeler, est obligatoire. Et le parc des Calanques est totalement associé à ce travail. Cette autorisation a été donnée pour 6 ans. C'est donc suffisant. Et donc il y a un contrôle. On n'y revient pas pour l'instant. On n'y revient pas. Il y a une décision qui a été prise. Et vous savez, moi, c'est comme ça que je gouverne. Discours, Ségolène Royal. Alors, elle est d'accord avec vous pendant les réunions de concertation, et puis devant les médias, elle dit mais moi je suis pas d'accord avec la décision qui est prise. Dans la réunion que nous avons eue ensemble, elle a émis un avis négatif. Donc, et d'une certaine manière, encore une fois, ça peut être le rôle du ministre de l'Environnement. Mais c'est ma conception. C'est comme ça, je crois, qu'on gouverne. C'est d'ailleurs le rôle du chef de gouvernement de procéder à des arbitrages après un travail interministériel, encore une fois, avec l'avis positif, les recommandations des autorités que j'ai citées. Et moi, je ne polémique pas, et encore moins avec les ministres, parce que c'est ça... Donc vous lui demandez d'arrêter aussi. C'est ma conception de l'état du gouvernement. Vous savez, on parlait, Elisabeth Martichoux, il y a un instant, des affaires qui sont de ces procès ou de ces procédures judiciaires qui, à tort, je crois, mais c'est ainsi, donne une image terrible de l'action publique. Et c'est insupportable. Et les commentaires d'ailleurs de ceux qui sont concernés sur la justice sont tout autant insupportables. Leur manière de se défendre en se défaussant sur d'autres ou sur la justice, parce que ça atteint l'autorité même de l'État. Il y a un doute profond sur la manière dont on gouverne d'une manière générale, et pas qu'en France. Donc, comme chef du gouvernement, agissant jusqu'au bout, fier de gouverner, parce que je pense que c'est une magnifique responsabilité. Je pense que gouverner, c'est pas facile, mais c'est passionnant, et c'est un collectif au service de la France. Et quand une décision est prise, elle est prise, et moi, je l'assume. C'est ainsi qu'on gouverne et qu'on rend aussi ces lettres de noblesse à la politique. Et vous m'entendrez pas dire du mal de l'un des ministres, parce que, encore une fois,
moi j'ai une conception haute de l'action qui est la mienne. Françoise, 6 ans, c'est finalement la réponse définitive du Premier ministre après les éléments de concertation sur lesquels il vient de revenir. Vous restez avec nous, Manuel Valls, et on se retrouve dans quelques instants. Nous continuons de discuter avec les auditeurs d'RTL qui nous appellent au 3210. Bonjour Marc. Bonjour Yves, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour monsieur. On vous écoute. La France a été victime ces derniers mois de terribles attentats. Et on constate que le débat politique tourne toujours autour de l'aspect sécuritaire. À savoir, faut-il ou non augmenter les effectifs de police? Faut-il prolonger ou non l'état d'urgence sur les renseignements généraux? Par contre, on n'entend pas les causes de pourquoi tous ces jeunes se radicalisent, pourquoi ils se convertissent, ils se radicalisent. Quel est le projet de société? Qu'est-ce qui est fait pour éviter tout cela? C'est pas facile d'essayer de répondre dans des délais concis, mais je compte sur vous, Monsieur le Premier ministre. 3 choses. Il faut protéger les Français. Donc tous les moyens doivent être mis et nous le faisons pour protéger les Français face à la menace terroriste qui n'a jamais été aussi élevée. Et le ministre de l'Intérieur le rappelle, me semble-t-il, tous les jours. 2, il faut lutter contre la radicalisation. 15 000 individus aujourd'hui sont observés par nos services comme étant radicalisés, comme présentant des menaces. De 500 à 600 signalements dans nos écoles notamment. Avec un certain nombre de signalements par les écoles, par les services sociaux. Et puis, sans chercher la moindre excuse à ceux qui commettent des terroristes, il faut aussi s'attaquer aux causes profondes, qui d'ailleurs n'existent pas forcément dans notre pays seulement. Parce que c'est une guerre qu'on nous mène et cette guerre, elle est mondiale. D'autres pays sont concernés, au Proche, au Moyen-Orient, en Afrique et bien sûr aussi en Europe. Et il me semble qu'il y a 2 éléments, mais je réponds très rapidement. Il faut construire cet islam de France, d'Europe, totalement compatible, ce que je crois, avec la démocratie, la laïcité, l'égalité homme-femme, la séparation des cultes avec l'État. Et c'est un formidable message qu'il faut envoyer au monde entier, parce que si les terroristes nous attaquent, c'est parce que nous sommes la France, parce que nous intervenons bien sûr à l'extérieur, mais parce que nous sommes le pays de la laïcité, aux origines chrétiennes, avec la plus vieille communauté juive d'Europe, et parce que l'islam est la 2e religion de notre pays, et parce qu'ils veulent prendre en otage, d'une certaine manière, les musulmans de France. Et puis il faut donner du sens. Il faut donner un sens. Quand on parle de l'identité de la France, elle ne peut pas être une identité repliée, rabougrie, rance, pensant que le passé était meilleur que le présent et l'avenir. Et donc il faut entraîner la communauté nationale. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale, et redonner de l'espoir. Mais je le dis à cet auditeur qui a raison, hein, il faut un projet. Pour le pays. Davantage de sens, davantage d'engagement, d'optimisme, d'envie. Mais malgré tout, nous allons vivre pendant 10 ans avec cette menace, avec ces processus de radicalisation. Et donc ça demande à chaque Français un changement de culture de sécurité et d'engagement. Merci de votre appel, Marc. Bonjour Fabien. Le Premier ministre vous écoute. Vous nous appelez d'Agen. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur. Ma question sera courte et j'espère que votre réponse le sera aussi pour que vous puissiez avoir davantage de questions. Je ne suis pas contre. Vous êtes inscrit en faux contre les réformes faites à moitié, selon Emmanuel Macron. Prenons celle qui pourrait m'intéresser, la possibilité pour les jeunes notaires de s'installer dans des postes nouvellement créés. La loi a été votée, l'autorité de la concurrence a fait son travail, mais cela fait plusieurs mois que moi et mes collègues sommes dans l'attente des décrets d'application. Pouvez-vous nous dire s'ils sortiront bientôt, s'il vous plaît? Ils sortiront bientôt. Je l'avais évoqué d'ailleurs avec Emmanuel Macron quelques jours avant son départ, puisque nous parlions de son action et de l'avenir. Et je l'ai aussi évoqué avec le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Donc c'est une question de jours ou de semaines, parce qu'en effet, là aussi, il faut de la souplesse pour permettre l'installation de jeunes et nouveaux notaires. Souhaitons que ce soit une question de jours et non de semaines. Mais en tout cas, la réponse a été brève et claire. Du coup, j'en ajoute une. Emmanuel Macron, aujourd'hui, selon vous, c'est un allié ou un rival? C'est à lui de le dire. Vous savez, Emmanuel Macron, il parle de la gauche du réel, de la gauche sociale réformiste qu'il veut incarner. Mais cette gauche du réel, cette gauche sociale réformiste, cette gauche qui assume les responsabilités dans l'exercice du pouvoir, c'est moi. Et par rapport parfois à une gauche qui tourne le dos au projet européen, qui était réaliste sur le plan économique ou qui a une autre conception de la laïcité. L'idée du dépassement du Parti socialiste, mais je le dis depuis des mois, sinon des années, et dans la décomposition
politique d'aujourd'hui, la déconstruction des formations politiques. On a besoin de ce Vous êtes en train de me dire qu'il a mené dépassement. une grande opération de communication avec vos idées. Sur le rassemblement, Donc il fallait les préserver. Non, sur le rassemblement face à l'extrême droite et au bloc réactionnaire incarné par une partie de la droite et de l'extrême droite. Mais je ne cesse de le dire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Mais ce que je crois, c'est que nous avons une histoire, une longue histoire, la gauche française. Pas par nostalgie. Jaurès, Blum, Mitterrand, Rocard, et je rajouterais bien sûr Clémenceau dans les grands débats qu'il avait avec Jaurès. On ne coupe pas avec cette histoire. Il faut rassembler sa famille politique. Il faut rassembler la gauche, mais il faudra aller bien au-delà. Donc, il ne pique pas mes idées, c'est pas un sujet. Il a le droit d'avoir évidemment ses idées, mais il n'y a pas de voie possible en dehors de cette famille politique, même si elle doit se dépasser. On ne peut pas le faire contre l'histoire de la gauche, et on ne peut pas le faire encore moins contre les femmes et les hommes de gauche, parfois déboussolés, parfois perdus, mais à qui il faut offrir un chemin. Et j'espère que, notamment François Hollande, dans un discours attendu dans 2 jours, à la Fondation Jean Jaurès. À la Fondation Jean Jaurès, Salvagram, il aura l'occasion de donner du sens et d'être non seulement le garant, ce qu'il est, des institutions et de la République, mais de montrer que un autre quinquennat avec la gauche est possible, à condition, encore une fois, de dire pourquoi et donner du sens. Et donc, la place d'Emmanuel Macron, elle est là-dedans. Il n'y a pas de place, me semble-t-il. Vous savez, aujourd'hui, le monde tel qu'il est, cette menace terroriste, ce regard des Français sur la politique, les grands défis du moment, le défi migratoire, le défi climatique, on ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis étonné par le nombre de candidats à l'élection présidentielle qu'il y a, alors qu'il s'agit de la France, de la 5e puissance économique mondiale, d'un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a l'histoire qu'on connaît, mais l'influence dans le monde. Regardez le regard qu'on porte sur la France de l'extérieur, sur l'admiration que suscitent les Français, dans leur capacité de résilience ou de résistance face au terrorisme. Donc, il y a des candidats tous les jours à l'élection présidentielle. Non, on ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. C'est une fonction majeure. Et on ne peut pas la préparer en divisant. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas seulement de rassembler une famille politique, c'est de rassembler les Français. C'est pour cela que je pense que le président de la République, François Hollande, le président de la République sortant, est le plus à même de faire cela. Ça sera à lui de le dire, ça sera à lui de dire pourquoi il faut un nouveau quinquennat. Donc vous souhaiteriez qu'il se déclare par exemple jeudi, qu'il nous annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle? Non, il a donné rendez-vous. Ça réglerait le problème. Il a donné rendez-vous aux Français au mois de décembre, mais je crois qu'il faut qu'il indique le cap dès jeudi. Merci Manuel Valls d'être venu aujourd'hui sur RTL pour répondre aux questions d'Elisabeth Martichoux et des auditeurs qui nous ont appelés au 3210. Bonne journée à vous. Se développe d'ailleurs grâce à la loi portée par Emmanuel Macron dans le secteur des transports. Ce sera heureux que vous lui rendiez hommage. Mais je rends hommage à une action toujours collective et puis aux ministres tels qu'ils se sont engagés. Vous savez, moi je ne change pas de langage, quelle que soit ma situation et ma fonction. Non, moi j'encourage les patrons, les chefs d'entreprise, c'était d'ailleurs le sens aussi de la loi travail, à embaucher des jeunes, notamment en CDI, à les former, l'apprentissage, la formation continue, la formation tout au long de la vie, puisque on peut changer de métier et la révolution numérique va changer énormément en défis climatiques, migratoires, économiques, démographiques, celui de la jeunesse nous concerne très directement et cette nouvelle relation avec l'Afrique est tout à fait essentielle. Et ça passe aussi, bien sûr, par d'autres modes de gouvernance, sans donner aucune leçon, mais comme beaucoup de pays s'y sont engagés, je pense à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Nous sommes intervenus au Mali pour sauver ce pays et pour sauver la démocratie. La démocratie fait partie du développement. En quelques mots, à ce titre, vous encourageriez M. Ping à organiser un recours devant le Conseil constitutionnel? Je n'encourage rien. Ce pays, comme tant d'autres, a besoin de la stabilité nécessaire. On dialogue maintenant avec les auditeurs d'RTL. Bonjour Alan. Bonjour Yves, bonjour à toute votre équipe et bonjour à Monsieur le Premier ministre. Vous nous appelez du département du Morbihan et le Premier ministre vous écoute. Oui, alors voilà, Monsieur le Premier ministre, j'ai 21 ans actuellement, j'ai un bac pro conducteur routier et je voudrais savoir, vu que je galère à trouver du travail, vu que j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux jeunes qui font des formations, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'avenir vu qu'ils n'ont pas d'expérience et que les patrons les refusent. Diplômés sans expérience. Que peut-on faire pour eux? Dans quel secteur, vous disiez? Dans transport routier. Transport routier, et pourtant c'est un secteur qui aujourd'hui... 32-10, une première question d'actualité. La France est sans nouvelles de plusieurs ressortissants au Gabon. Avez-vous de nouvelles informations?
Non, le Quai d'Orsay, Jean-Marc Ayrault s'est exprimé hier. Nous sommes, c'est vrai, sans nouvelles de plusieurs de nos ressortissants, souvent binationaux, franco-gabonais. Combien? Une quinzaine, sans doute, de personnes. Et nous demandons aux autorités gabonaises que tout soit fait pour les retrouver. C'est une exigence de notre part et nous espérons avoir le plus vite possible des informations les concernant. Vous estimez que la présidence d'Ali Bongo est légitime aujourd'hui? Il faut un processus électoral clair. Nous avons déjà eu cette expression. Il y a contestation et doute. Les observateurs européens sur place, car ces élections ont été observées, ont émis des critiques sur la base de faits objectifs. La sagesse commanderait de faire un nouveau décompte des résultats. Mais aujourd'hui, notre priorité, c'est la sécurité des 15 000 Français qui vivent et travaillent au Gabon. Et je veux rappeler que la France a rompu avec ce qu'on a appelé la France-Afrique. Nous avons installé avec le président Hollande une nouvelle relation avec l'Afrique. Et c'est ma conviction par ailleurs. L'Afrique, c'est le grand continent d'avenir. C'est la nouvelle frontière, plus que jamais, pour la France et pour l'Europe.